de théâtre à l'opéra, le personnel accepte le résultat des négociations. L'otage disparu de Kampala, Londres, fait pression sur Idi Amin. L'accord sur la formation permanente complété aujourd'hui, tous les partenaires ont signé sauf la CGT et la CFDT. Régis Auvion gagne au sprint à Saint-Gaudens, Delisle conserve le maillot jaune. Des journaux changent de propriétaire, des empires de presse s'agrandissent ou disparaissent, c'est le dossier de ce journal. Bonsoir. Le corps de ballet dansera ce soir dans la cour carrée du Louvre et l'opéra ne fermera pas ses portes. Mais il est aussi certain que l'opéra est le lieu privilégié des coups de théâtre, car depuis hier, c'est une succession de portes ouvertes et fermées. En début d'après-midi, les syndicats CGT conseillent de ne pas voter. Puis ils lèvent leur boycott après d'ultimes concessions de la part de la direction. Dans une ambiance houleuse, une assemblée générale sans cesse annoncée et puis boycottée et reportée, tout l'après-midi on s'est demandé où allait l'opéra. À 16h30, le corps de ballet en pleine effervescence était encore décidé à faire grève ce soir. Mais on négociait tout de même, catégorie par catégorie, et vers 18h enfin, une bonne nouvelle. Nous venons d'arriver à un accord avec la direction qui a fait un certain nombre de concessions concernant l'organisation du travail. Je vous le disais hier d'ailleurs, il y avait peu de choses qui bloquaient. La grosse question, c'était celle du ballet. Nous venons d'obtenir des engagements précis de la direction de changer le régime de travail, de fonctionnement du ballet, de lui donner la place qu'il doit avoir en France en tant que ballet de l'Opéra de Paris. Et il y a des engagements précis de la part du président de la RTLN, ce qui a débloqué évidemment toute la situation. Alors on peut dire maintenant, à peu près à coup sûr, l'opéra ne sera pas fermé. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un accord, que la consultation qui devait être organisée par la direction va être organisée par les syndicats. Je me rends maintenant à l'Assemblée générale pour recommander à tout le personnel de voter oui à l'ensemble des propositions. Et effectivement, convoquée cette fois par les syndicats, mais en présence de la direction, l'Assemblée générale pouvait enfin avoir lieu. Assemblée houleuse aussi, vote à bulletin secret, à 19h à une large majorité, c'est oui. La crise est enfin dénouée, l'Opéra de Paris va se remettre à travailler, le grand lustre ne s'éteindra pas. Hier soir, à la veille de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le chef d'état-major israélien a tenu à dévoiler comment s'est déroulée l'opération Entebbe. En partie, bien sûr, et en insistant sur la version qui lui convient. L'intervention a donc été envisagée dès le premier jour du détournement. Une répétition générale s'est déroulée la veille. Dès l'arrivée du commando, 7 des pirates de l'air étaient abattus, mais 3 terroristes auraient pris la fuite. Enfin, le général Gur affirme qu'Israël a agi sans l'aide d'aucun pays étranger et il insiste, même pas le Kenya. Ce n'est qu'au retour qu'ils ont forcé les Kenyans à les accueillir. Il faut croire qu'Israël n'a pas eu trop de mal pour convaincre Nairobi, car depuis hier soir, le Kenya aurait imposé à l'Ouganda un blocus pétrolier. Et les réserves du président Amin Dada pourraient être épuisées dans une semaine. Quant à l'armée ougandaise, elle serait en état d'alerte à la frontière du Kenya. Et pendant ce temps, eh bien, aucune nouvelle de la vieille dame anglaise, Madame Dora Bloch, disparue mystérieusement de l'hôpital de Kampala. La télévision américaine affirmait hier qu'elle avait été tuée par les soldats ougandais. Dimanche dernier, quand les commandos israéliens sont venus libérer les 104 otages détenus à l'aéroport d'Entebbe, il est resté une otage en Ouganda, Madame Dora Bloch, 74 ans, qui avait été transportée dans un hôpital de Kampala à la suite d'un malaise. À l'hôpital, Madame Bloch avait reçu la visite de l'ambassadeur britannique. Or, depuis le raid israélien, les autorités ougandaises affirment ne pas savoir où se trouve Madame Bloch et ne plus être responsables de son sort. Aujourd'hui, la presse et le gouvernement britannique sont en émoi. Selon le correspondant de la chaîne CBS, citant un diplomate anglais, Madame Bloch aurait été exécutée. Ce soir, il n'y a rien de confirmé, mais on reste très inquiet. J'ai demandé au gouvernement de faire tout son possible pour savoir ce qui est arrivé à ma mère et où elle se trouve. Pour l'instant, je ne sais rien avec certitude, seulement qu'elle a été vue par l'ambassadeur et que les Ougandais disent qu'ils ne savent rien. Mais j'ai très peur pour elle. Appel aux jeunes pour lutter contre la sécheresse. C'est M. Mazot, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, qui demande que des permanences soient ouvertes dans les régions particulièrement touchées pour que les jeunes qui le désirent
participent à des opérations diverses, surveillance de forêt, nettoyage des rivières en cas de pollution ou action d'information auprès des vacanciers. Il est temps, en effet, de mobiliser toutes les énergies. La note à payer pour cause de sécheresse, vous allez le voir tout à l'heure, sera lourde. Et ce matin encore, M. Valéry Giscard d'Estaing faisait appel à la solidarité nationale. Il s'adressait aux futurs ingénieurs agronomes à l'occasion du centenaire de l'Institut agronomique de Paris et du 150aire du centre de Grignon, qui depuis leur fusion en 1971 s'intitule d'ailleurs l'Institut national agronomique Paris-Grignon. Le président a souligné le rôle prépondérant de l'agriculture française pour notre commerce extérieur. Son agriculture est pratiquement grâce seulement à son agriculture, la France est une productrice de matières premières, et je dirais même de matières premières qui sont plus utiles et qui sont plus élaborées que beaucoup d'autres. En particulier que l'agriculture française a la capacité d'engendrer un surplus extérieur très sensiblement à celui que nous avons déjà et heureusement constaté. Qu'il s'agisse des produits eux-mêmes, vous savez qu'en 1975, nous avons dégagé 4,5 milliards d'excédents, ce qui est important, mais ce qui ne représente environ que le 10e de la valeur des seules importations de pétrole en France. Jusqu'à cette année, le commerce extérieur agricole de la France se portait assez bien. Nos importations étaient très largement supérieures à nos exportations et le mouvement promettait de s'amplifier. C'était compté sans la sécheresse. Conséquence prévisible, l'excédent du commerce extérieur agricole français, déjà réduit en 1975, devrait encore diminuer cette année, de près de la moitié. 3 secteurs exportateurs devraient être plus particulièrement touchés. Tout d'abord les céréales, qui représentent traditionnellement la part la plus importante, environ le tiers, de nos exportations agricoles. On sait déjà que les livraisons d'orge et de maïs sur les marchés extérieurs seront à peu près nulles. Seule note optimiste, le blé. La récolte de blé sera relativement importante compte tenu du fait que nous avons semé cette année 500 000 hectares de plus en France. S'il n'y avait pas eu la sécheresse, nous pensions pouvoir collecter 16 millions de tonnes contre 12 cette année. Les courants traditionnels vers l'Europe seront en diminution, mais quand même maintenus, et nous aurons traditionnellement des exportations de farine et de l'aide alimentaire vers les pays tiers. Deuxième secteur, la viande de bœuf. Rien de dramatique pour les exportations à ce jour. L'Europe connaît un déficit chronique de viande et absorbe, en temps normal, près de 90% de la production française. Quant aux abattages supplémentaires enregistrés ces dernières semaines, ce ne sont pour le moment, au dire des spécialistes, qu'une anticipation de la campagne annuelle. Une inconnue pourtant, que se passera-t-il si la sécheresse persiste? On peut redouter que des éleveurs désespérés ne se débarrassent de la base de leur cheptel, créant ainsi, pour les années à venir, les conditions d'une pénurie qui aurait de très lourdes conséquences sur nos exportations. Troisième secteur, le lait et l'industrie laitière. Là, tout se joue dans les jours prochains. Déjà très inquiétante, la situation de l'industrie laitière deviendrait proprement catastrophique s'il ne pleuvait pas abondamment d'ici le 15 juillet. Et je peux vous dire que ce qui était inquiétant jusqu'à présent est en train de devenir dramatique. Les conséquences, elles sont évidentes sur la fabrication des produits laitiers. Nous allons connaître des difficultés très sérieuses, à la fois pour l'approvisionnement intérieur et pour l'exportation. Nous serons très loin de vendre à l'étranger les produits que nous avons vendus l'année dernière. On le constate, l'addition à payer par le commerce extérieur français devrait être salée. D'autant que, non contente de moins exporter sa production agricole, la France s'est vue contrainte par la sécheresse d'avoir recours à un supplément d'importation. Ainsi, EDF aurait acheté pour 1 milliard de fioul supplémentaires afin de pallier la pénurie d'énergie hydraulique. 2 jours après la mesure disciplinaire infligée à l'amiral Sanguinetti, après ses critiques sur la politique française de défense, le ministre de la Défense lui a répondu en quelque sorte ce matin. M. Yvon Bourges, à la base aérienne d'Avord, dans le Cher, a réaffirmé la primauté de la force de dissipation. Il espère ainsi clore un débat qui s'était instauré entre gaullistes et giscardiens. De différents moyens pour signifier notre détermination à l'adversaire n'implique pas, contrairement à ce qu'ont pu laisser entendre certains commentateurs, que nous n'admettions plus la valeur absolue de la dissuasion. En fin de compte, la dissuasion reste bien notre seule garantie. Ce nécessaire effort de mise à jour de nos moyens nucléaires
effort qui demeure strictement national, nécessite rigueur et obstination. Comme je l'ai dit devant le Parlement, nous avons la volonté de poursuivre cet effort. Yvan Bourges est un homme habile. En réalisant un subtil compromis entre les thèses gaullistes et celles moins orthodoxes du général Méry, il espère calmer les esprits passablement échauffés de certains UDR qui s'inquiétaient fort ces derniers temps d'une déviation de la politique militaire française. Valéry Giscard d'Estaing, étonné par la vigueur de la réaction gaulliste, a choisi la sourdine. Son chef d'état-major des armées, le général Méry, est, si j'ose dire, réduit au silence depuis son retour de Chine. Et c'est son ministre, Yvan Bourges, qui après tout est UDR, que l'on envoie au feu pour rappeler nettement que pour la France, la dissuasion ne peut être que nationale, donc pas question d'intégrer ou de réintégrer une quelconque alliance. La fronde de l'UDR a allumé ces derniers jours suffisamment de foyers d'incendie, les plus-values, la loi électorale, etc., pour que l'Élysée ait jugé utile de rafraîchir les braises du débat sur la défense. Sachez que les actionnaires privés de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, ceux qui hier soir, dans notre dossier, M. Dornano appelait les petits épargnants, eh bien ces actionnaires ont approuvé le projet de fusion Elf-Aquitaine. Après la parution du décret hier et cet accord aujourd'hui, la France possède donc désormais un super groupe pétrolier de dimension internationale. Plus 9,9% pour les allocations familiales à partir du 1er août. C'est ce qu'a proposé M. Michel Durafour, le ministre du Travail, aux caisses d'allocations familiales. Mais ce n'est pas fini. Il a proposé également de relever de 13,64% les allocations de salaire unique majoré et de frais de garde et de 9,9% le taux de l'allocation de rentrée scolaire à partir du 1er septembre. Enfin, relance de la formation permanente. Le CNPF et les PME, les patrons donc d'une part, la CFTC, la CGC et Force ouvrière, les syndicats d'autre part, ont signé ce matin un nouvel accord. La CGT et la CFDT ont refusé de l'avaliser. 2 points importants, pour un stage de longue durée, les salariés auront droit à un plein salaire pendant 3 mois et en cas de licenciement pour cause économique, ils le toucheront pendant 1 an. 6 ans jour pour jour. Cela fait 6 ans aujourd'hui qu'a été signé l'accord patronat-syndicat sur la formation permanente. Pendant ces 6 années, 10 millions de personnes en France, soit plus d'un salarié sur 2, ont suivi un stage de formation ou de perfectionnement payé moitié par les entreprises, moitié par l'État. Bien sûr, il existe des stages bidons pour cadres surmenés, mais ils sont, c'est certain, quantité négligeable. Le problème, c'est que la formation, dans plus de 50% des cas, était assurée dans des entreprises de grande taille, d'où la nécessité d'individualiser les stages. Il y a 2 méthodes, celle de la formation à l'initiative de l'entreprise ou à l'initiative de l'individu. Notre but a été de mieux organiser le droit au congé individuel. Initiative personnelle. Initiative de l'individu qui choisit son stage de formation sur une liste de stages agréés par les commissions paritaires de l'emploi. Et puis deuxièmement, et je dirais presque surtout, nous avons essayé d'organiser les stages de formation de longue durée de 500 heures et plus qui permettront de véritables reconversions. L'accord signé ce matin entre le patronat d'une part, Force ouvrière, les cadres de la CGC et la CFTC d'autre part, cet accord complète un dispositif qui maintient la France au premier rang dans le domaine de la formation permanente. Pour les syndicats signataires, il apporte de nouvelles assurances aux travailleurs. Il faut que les travailleurs, lorsqu'ils demandent eux-mêmes de participer à un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel, que leur salaire soit effectivement pris en charge par l'entreprise. Il faut que les frais de stage soient payés. Et il s'agit là des frais de documentation, des frais d'inscription, des frais de déplacement, des frais d'hébergement, tout ce qui concerne donc les dépenses quant à engager les salariés qui veulent, de la propre initiative, participer à une telle formation. Et sur ces points, nous avons obtenu un résultat très largement positif, je tiens à le souligner. Pourtant, il y a une ombre au tableau. Les 2 syndicats ouvriers les plus importants, la CGT et la CFDT, n'ont pas ratifié l'accord. Mais cela n'empêche pas le gouvernement de se réjouir du nouvel essor donné par la signature de ce matin à la politique contractuelle.
Écoutez, pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont très largement des raisons d'ordre politique, effectivement, deux grands syndicats n'ont pas signé ces accords. Ils ne signent aucun accord contractuel. Ma foi, nous ne pouvons que le regretter. Je suis moi-même partisan du dialogue. Je considère que le dialogue est en soi productif, efficace, que c'est la meilleure façon de prendre en considération les intérêts des travailleurs, et je regrette beaucoup. Mais ça n'empêche pas la politique contractuelle, comme vous l'avez vu, dans la fonction publique, dans un certain nombre d'accords nationaux qui améliorent sensiblement, grâce à l'action des syndicats qui acceptent de dialoguer, la situation des travailleurs, d'être signée et finalement d'être mise en œuvre au bénéfice de tous. Tant pis pour ceux qui ne signent pas. Les sénateurs, pas d'accord avec la réforme du code électoral. Ils ont refusé tout net le compromis proposé par le gouvernement qui avait permis de réduire la fronde du groupe UDR à l'Assemblée nationale. En conséquence, une commission mixte paritaire députés-sénateurs va essayer de mettre au point un nouveau texte susceptible d'être adopté par les deux chambres. Même chose pour la taxation des plus-values. Après avis de la commission paritaire, les sénateurs et les députés vont voter définitivement le texte de la loi dans la soirée. Monseigneur Jacquier, l'évêque auxiliaire d'Alger, assassiné en pleine rue hier par un inconnu. Le prélat sortait de son domicile comme chaque jour pour aller déjeuner. Un homme s'est approché, sans doute un déséquilibré, et l'a frappé à plusieurs coups de couteau et s'est enfui dans les rues d'Alger. Le président Boumedienne, qui a présenté ses condoléances, a demandé qu'une enquête aboutisse rapidement à l'arrestation de l'assassin. L'émotion est très grande au Vatican. De son côté, le cardinal Marty a dit que la famille de Monseigneur Jacquier, comme les chrétiens, avait droit à ce que la lumière soit faite. Près de 250 000 personnes hier soir dans les rues de Bilbao, la plus grande manifestation jamais organisée en Espagne depuis la fin de la guerre civile. Même autorisée par les autorités locales, cette manifestation surprend par son ampleur. Au cri de « Nous voulons la liberté »,« Gouvernants, écoutez le peuple »,« Amnistie », les manifestants ont défilé dans le calme. Aucun incident n'a été signalé. D'autre part, au moment même où le nouveau gouvernement espagnol tient sa première réunion, on a appris que la grève des postiers allait s'étendre à toute l'Espagne. Enfin, tennis, la France a été battue par la Grande-Bretagne cet après-midi en demi-finale de la Coupe Davis zone européenne. Défaite dans les deux simples hier, défaite aujourd'hui dans le double. Croisy et Geoffrey n'ont pu résister aux deux Britanniques qui ont gagné 3-7 à 1, 6-2, 6-4, 9-11 et 6-3. C'est donc la Grande-Bretagne qui rencontrera pour la finale, dans la première semaine d'août à Wimbledon, le vainqueur du match Suède-Italie. Un volcan se réveille à la Guadeloupe. 20 000 personnes ont été évacuées. Depuis hier, une faille s'est ouverte sur le flanc de la Soufrière, au niveau du col de l'Échelle. De la crevasse s'échappent cendres et boue, et les vapeurs sulfureuses sont poussées par le vent vers les villes voisines de Saint-Claude et Basse-Terre. L'état de préalerte a été instauré à la Guadeloupe, et à Paris, un détachement de pompiers spécialisés est prêt à s'envoler pour intervenir. Le préfet de région appelle les Guadeloupéens à ne pas céder à la panique. Là-bas, on attend le diagnostic de Haroun Tazieff. Le volcan ne s'était pas manifesté ainsi depuis 1956. Les crises sismiques récentes font suite à plusieurs centaines de secousses, celles-ci trop faibles pour être ressenties par la population. Les projections de poussière de roches, de cendres volcaniques ont été très vives hier. C'est peut-être le réveil du volcan. 7 communes sont éventuellement menacées. Il y a 73 000 habitants dans cette zone. Pour l'instant, 20 000 ont déjà été évacués. Une équipe de 10 vulcanologues, dirigée par Haroun Tazieff, arrivera lundi à la Guadeloupe et procédera à des analyses des gaz et des mesures de la température des fumerolles. Mais ce travail ne sera qu'un constat. Haroun Tazieff avait demandé depuis 3 ans que de véritables moyens de prévention lui soient donnés. Le gouvernement porte sa responsabilité parce qu'il n'a pas donné les moyens d'études nécessaires. Maintenant, évidemment, il va peut-être faire un effort parce que la crise va peut-être devenir là. Mais c'était il y a 3 ans, et il aurait fallu en réalité commencer bien plus tôt. Mais depuis 3 ans, il n'a pas d'excuse. Ça peut être absolument bénin, comme cela a été il y a 20 ans, en 1956, où exactement des éruptions exactement semblables se sont produites à 2 reprises en 4 jours, et puis plus rien n'a suivi. Et cela peut aussi évoluer vers quelque chose de grave. Il faut être, pas pessimiste, mais il faut être prévoyant et prévoir les catastrophes.
L'ancien président de l'Olympique de Marseille, M. Marcel Leclerc, a été condamné ce matin à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de Marseille. Il devra rembourser au club marseillais 3 307 151 francs. Il était accusé d'avoir détourné des fonds pour renflouer ses affaires personnelles. Enfin, le Tour Bourg-Madame-Saint-Gaudens, une étape de transition aujourd'hui après les émotions d'hier, une journée sans histoire pour les coureurs. Régis Auvion a franchi le premier la ligne d'arrivée et Raymond Delille garde son maillot jaune. Au classement général, pas de changement. On peut dire d'ores et déjà que cette 13e étape ne restera pas dans les mémoires. À aucun moment le maillot jaune de Raymond Delille n'a été menacé, alors qu'un petit groupe est parvenu ici à se détacher dans les rues de Saint-Gaudens, avec notamment Auvion, Panizza, Martinez, Poulidor et Kuyper. Kuyper qui lance le sprint, et le fait marquant, si l'on peut dire, de l'étape va se situer là. Kuyper, on ne sait pourquoi, va se pencher sur Terling, regardez bien, et se trouve déséquilibré. Poulidor à droite évite la chute de justesse, ainsi que l'ensemble du peloton. Auvion l'emporte devant Terling, Panizza, Martinez, Chalmel et Poulidor, et le sprint du peloton est réglé par Mertens devant le Hollandais Gerben Karsten. Nous allons revoir la chute du champion du monde Henning Kuyper au ralenti, et vous allez bien regarder tout à l'heure à droite le coup de frein de Raymond Poulidor. Demain, Saint-Gaudens-Saint-Lary-Soulan avec escalade du col de Persourde à 40 km de l'arrivée. L'épreuve pourrait connaître un tour décisif. 6, 5. J'étais là tout à fait par hasard hier au moment où Raymond Delille a démarré pour creuser le trou et susciter l'émotion que vous savez. Nous sommes d'ailleurs partis ensemble, lui superbe sur son vélo, moi fermement agrippé au dos de M. Victor, l'un des plus vieux motards du Tour. Aussitôt comme aujourd'hui dans la descente du Puy-Morins ou comme demain dans la plus dure pyrénéenne, une sorte de houle a parcouru la foule, étalée sur l'herbe ou coincée sur les trottoirs. L'effort de ce garçon, le visage trituré par la volonté de gagner des secondes, a fait disparaître l'odeur de friture, les casquettes ridicules, les petites escroqueries et les grands coups de gueule des vendeurs qui s'accrochent autour comme des sangsues sur un muscle bien gonflé. Delille, Poulidor, Thévenet et d'autres, ce sont des mots, des visages qui sont des clés. Ils ouvrent la joie des milliers de gens qui, brusquement, je l'ai vu, se mettent à rire, à crier, à se parler, oubliant d'un seul coup et pour quelques heures leurs soucis, leurs problèmes et la politique, ce qui d'ailleurs fait parfois l'affaire des hommes de la politique. Mais le Tour de France, c'est aussi celui des 200 ou 300 fanatiques intoxiqués, drogués du vélo. Ce sont les Blondins, les Macaigne, les Toulouse, les Chapat, les chantres du geste surbraqué, les seigneurs passionnés de chiffres et de tactiques, pétillant des souvenirs des 10 ou 15 tours précédents. Ils donneraient n'importe quoi pour ne rien perdre. Ils passent avant, avec et après le peloton. Ils font et défont les carrières sous l'œil du général Godet qui ressemble à un vieux renard. Mais ce que j'ai vu surtout, c'est le moutonnement multicolore des inconnus du peloton, ceux qui par le nombre font le spectacle et qui, parce qu'ils sont moins forts, souffrent plus, beaucoup plus que les grands. Quand ils sont devant, ils servent d'entraîneurs, quand ils sont derrière, ils aident à revenir. Perdus dans l'anonymat, pourchassés par les voitures suiveuses, transpercés de crampes, la plupart mal payés par cet effort atroce, ils ne savent même pas répondre à la question « mais pourquoi ? Pourquoi aiment-ils tant le vélo ?» Que se passe-t-il donc dans la presse? Depuis un an, on assiste à des bouleversements. Des titres aussi prestigieux que Le Figaro, François, Paris Match changent de main. Des hommes d'affaires, secondés souvent par les banques, infatigables marieuses, achètent ou revendent des journaux. Voyons les modifications qui ont touché récemment 3 grands groupes de presse, Hersant, Hachette, Prouveau. Au départ, M. Robert Hersant est le propriétaire de l'Auto-Journal, de Paris-Normandie et de plusieurs titres régionaux. La librairie Hachette contrôle pour sa part François, France Dimanche, Le Journal du Dimanche et Elle. Monsieur Jean Prouveau aligne dans ce qu'on appelle son empire Le Figaro, Télé 7 jours, Paris Match, Parent, Marie-Claire et la Maison de Marie-Claire. Il y a un an, premier coup de tonnerre, Le Figaro passe de l'empire Prouveau au groupe Hersant. L'affaire fait grand bruit. Puis, le 18 juin dernier, M. Prouveau vend ses autres titres. Télé 7 jours, Match et Parent passent chez Hachette, tandis que ses magazines féminins sont cédés à ses petites filles. Dernier acte cette semaine, François est cédé par le groupe Hachette à Paul Vinclair, 78 ans, éditeur de Tintin et de Mickey.
tandis que Paris Match, à peine acquis par Hachette, va au groupe Philippe Aki, lui, salut les copains, mademoiselle Ashton. Ce chassé-croisé s'explique. Les journaux entreprises industrielles subissent forcément la loi du marché et la presse quotidienne parisienne, on le sait, traverse une longue et rude crise due en particulier à la formidable augmentation des coûts de fabrication. Un journal comme François, qui vient d'être vendu pour 1 milliard ancien, a vu son tirage diminuer constamment depuis 15 ans. Il perd de l'argent, doit faire des économies, se moderniser sans licencier brutalement son personnel. Le groupe Hachette qui l'éditait explique qu'il ne lui était plus possible de continuer dans ces conditions. C'est ce qui nous a conduit à céder François à un prix qui, vis-à-vis de l'extérieur, peut apparaître comme faible, d'où la suspicion qui a été portée, d'où le fait qu'on a dit que certains peuvent dire c'est un trafic, c'est quelque chose qui est suspect parce que ça n'est pas assez cher pour ce que représente François. Mais derrière ce prix qu'il faut payer maintenant pour acheter François, il faut que l'acquéreur fasse face au financement dans le temps du déficit qui sera nécessairement encore existant pendant 2 ou 3 ans. Mais un journal, est-ce vraiment une entreprise comme une autre? Au souci normal de rentabilité, son gestionnaire répond la mission essentielle des journalistes qui est d'informer en toute liberté. Les secrets, les arrière-plans possibles des transactions financières ne risquent-ils pas d'entraver cette liberté? La question est posée, elle explique les soupçons. Moi, ce que je ressens personnellement, c'est un échec finalement. Un échec personnel. C'est-à-dire que je me sens vraiment partie prenante de tous les efforts qu'a fait ce journal depuis quelques années pour changer. Nous reprochons à Hachette de considérer un journal comme une chose. Nous reprochons à Hachette et à d'autres, et au pouvoir public, et aux législateurs, de considérer qu'une entreprise de presse est une entreprise comme n'importe quelle autre, et s'il nous semble déjà choquant que des salariés puissent être vendus, comme les serfs pouvaient être vendus avec la glèbe à laquelle ils étaient attachés, il nous paraît encore plus choquant que les journalistes qui ont une responsabilité vis-à-vis de leurs lecteurs et vis-à-vis du public puissent être traités de cette manière en 1976. Je comprends parfaitement la préoccupation des journalistes de François, ou comme d'autres membres de l'équipe de François. Quand on se trouve face à l'inconnu, on a toujours un petit peu, on redoute la situation qui va se présenter prochainement. Qui achète François? Paul Vinclair. Un homme d'affaires ou un journaliste? Non, un journaliste. Si j'étais homme d'affaires, je n'achèterais pas François. Au contraire, je vendrais François. N'est-ce pas? C'est le moment de vendre François. Et je comprends parfaitement que la librairie Hachette, qui est une affaire importante, qui est responsable à ses actionnaires, vende François. De leur point de vue, c'est une bonne affaire d'avoir vendu François. De mon côté, on ne peut pas dire que c'est une bonne affaire d'avoir acheté François, mais ça, le challenge m'a intéressé, le défi m'a intéressé. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette opération aventureuse. Le problème de François, à la une, après celui du Figaro, pourrait bien toucher d'autres journaux. La tendance est à la concentration, au regroupement pour raison de rentabilité. Faut-il rappeler qu'en Allemagne, le groupe Springer contrôle 40% de la presse quotidienne et 80% de celle du dimanche. Ce qui pose d'autres questions que celles des gros sous, les arrière-pensées politiques. Imaginez qu'un magnat de presse soit lié à un ou plusieurs pouvoirs politiques. Que devient alors la liberté de la presse? Je crois que la plupart des arrière-pensées politiques, la plupart du contrepoint politique qu'on voit ou qu'on s'imagine derrière des opérations comme celle-ci,
La plupart ne correspondent à aucune réalité. En revanche, il est bien certain que derrière une opération comme l'opération Vinclair à François, se profile et s'articule tout un arrière-plan de combinaison financière qui serait certainement très intéressant de connaître. Et on revient toujours au problème fondamental de l'information. Cette information-là n'a même pas été donnée aux principaux intéressés, qui sont les journalistes. Le statut de 1944 voulait généreusement faire des entreprises de presse des maisons de verre. Beau symbole, patron, informateur et informé évoluant au grand jour, sans suspicion possible. Ce qui se passe actuellement montre qu'on en est loin. Dommage, car la crise de la presse n'aurait peut-être pas pris cette tournure souvent dramatique si la maison de verre avait été construite. Au stade de Colombes ce soir, rencontre d'athlétisme France-URSS. Il est presque inutile de dire que les soviétiques sont favoris. Ce qui est important, c'est qu'à 2 semaines des Jeux Olympiques de Montréal, on va pouvoir juger de la forme des athlètes. La vedette, celui qu'on attend, c'est Borzov au 100 mètres. Et vous pourrez suivre la course dans notre journal de 22h45. Cette fois-ci, on y croit. Les températures redeviennent enfin normales. 20 degrés près de la Manche, 25 à Paris. Mais il a fait 30 tout de même à Perpignan, mais de ce côté-là, c'est normal. Demain, quelques orages encore du Jura aux Alpes et à la Corse, et dans l'après-midi, des éclaircies. Dans la journée, une faible zone pluvieuse du côté de la Bretagne et du Cotentin. On prévoit le même genre de température qu'aujourd'hui, avec des vents assez forts en Méditerranée et sur la Manche. Voilà, toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter non seulement une très bonne soirée, mais une fin de semaine agréable. Bonsoir. Avant de nous quitter, les principaux titres de l'actualité. Fin de la crise à l'Opéra, le personnel accepte le résultat des négociations. Aucune nouvelle de l'otage de Kampala, inquiétude à Londres. L'agriculture française est la plus puissante d'Europe, dit Valéry Giscard d'Estaing devant l'Institut agronomique. Raymond Delille, maillot jaune demain au départ de la 14e étape. Vers 22h45, la dernière édition du journal avec Bernard Pradino.